Nouvelle semaine de formation sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. D'ores et déjà, excellente semaine de formation avec nous. Au sommaire, tournant sud-sud sous la présidence de Leslie Voltaire, le président du CPT de retour au pays a déclaré que ce rapprochement vise à établir une coopération renforcée dans des secteurs clés tels que l'économie, l'éducation, la sécurité et l'environnement, avec l'ambition de créer un modèle de collaboration régionale. La Chambre des représentants des États-Unis n'a pas prolongé les programmes commerciaux Hope Help, essentiels pour l'économie haïtienne. Leur expiration en 2025 pourrait entraîner des pertes d'emplois, notamment dans le milieu du textile, et une instabilité économique. Et puis alors que c'est Noël à Port-au-Prince, des adolescents expriment leurs préoccupations concernant l'impact de l'insécurité sur les célébrations de fin d'année. Nous pouvons célébrer comme ils auraient souhaité. Ils espèrent un climat plus serein pour l'année à venir. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité comme annoncé sous la présidence de Leslie Voltaire. Le CPT prend un tournant marqué par une dynamique de partenariat sud-sud, contrastant avec la gestion d'Edgar Leblanc-Fils. Le week-end écoulé, une délégation menée par Leslie Voltaire a participé à un conseil des ministres binational en Colombie, une première qui marque un jalon dans les relations entre les deux pays. De retour au pays, M. Voltaire a souligné l'importance stratégique de cette initiative qui ouvre la voie à une coopération renforcée dans des secteurs cruciaux tels que l'économie, l'éducation, la sécurité et l'environnement. Ce rapprochement permet de poser les bases d'un modèle de collaboration régionale porteur d'opportunités mutuelles et de solutions durables. Suivez les déclarations du président du CPT, Leslie Voltaire. Bureau ça, c'est une invitation que le président Petro a fait nous depuis le 28 octobre, l'homme dans la conférence biodiversité, que je chita avec lui. Et puis il t'a dit que le besoin de venir en Haïti pour venir faire conseil des ministres binational, ça veut dire 8 ministres ou 9 ministres colombiens avec 8 ou 9 ministres haïtiens, 2 présidents, pour que nous commencer coopération. Et coopération entre la Colombie et Haïti, c'est une coopération qui est basée sur l'éducation, donc l'éducation professionnelle. Parce qu'il y a un système d'éducation professionnelle qui est très très bon. Éducation sous coopération sous sécurité. Et nous avons gagné le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, et lundi et mardi qui a visité toute installation policière et militaire qui a gagné en Colombie. Et coopération en agriculture, en assistance humanitaire, coopération en commerce. Et nous avons acheté manger dans la main, nous sommes capables d'acheter manger dans la main tout. Et tout type de coopération. Et puis l'invité, il dit pas l'invité Brésil, Chili, Argentine pour participer à la coopération ça. Et parce que je crois que même Jean Dessalines t'a aidé Miranda et que Pétion t'a aidé Bolivar, et même tout, je vois que une situation que nous y est à côté, nous avons l'insécurité, nous avons famine, parce que 6 millions d'Haïtiens qui ne peuvent pas manger, qui ont passé grand goût la veille Noël là. Et je crois qu'il faut aider nous et que Haïti faut aider nous à reconstruire le pays. Si vous voulez, dans un département en Colombie, il y a la Guajira, et qui lui-même c'est un côté qui est plus pauvre en Colombie, mais c'est plus près. Et Haïti, il est à peu près à 700 ou 600 km d'Haïti. C'est un côté, il fait trafic d'armes, trafic de drogue, etc., qu'elle est directement en Haïti, elle a besoin de marquer point ça pour que soit capable de commencer à travailler sur ça. Pour votre date déjà, parce qu'il y a trait à rentrer le président colombien en Haïti pour le deuxième conseil des ministres nationaux. Le premier conseil a été fait en Haïti, mais à cause
de problèmes que nous avons avec l'aéroport Port-au-Prince. Il était voué en janvier. Mais comme l'idée de coopération n'a pas commencé sans un conseil des ministres binational, donc on a dit plutôt nous commencer à faire et conseil ça en Colombie et pour nous préparer la visite là et pour nous commencer à la coopération et visite là est capable de faire dans fin janvier. Le 14 décembre que nous avons demandé Alba pour que lui aide nous dans l'assistance alimentaire, surtout pour rapatrier de la route dominicaine et pour déplacer, que nous avons 700 000 déplacés dans Port-au-Prince et dans l'autre ville. Et ça fait une semaine, donc il est en préparation. Nous connaissons un problème criant dans le pays à résident, les affaires sécurité, il y a qui message de population et en ce qui a trait à décision, ou encore décision que le gouvernement apprend pour capable de résoudre une fois pour toutes des problèmes sécuritaires. Bon, décision la prend au niveau gouvernemental pour isoler, démanteler le gang armé. Et pour ça, nous avons PNH là, nous avons l'armée d'Haïti et nous avons force multinationale la NSS. Nous avons à peu près 400 Kenyans. Dans la fin mois, nous avons 600 en plus, qui a fait 1000. Plus nous avons Guatémaltais qui a venu, je crois que demain, dimanche là. Il y a 120 à peu près. Et puis, en fin année, nous avons 80 troupes salvadoriennes qui disent qu'il y a avec 3 hélicoptères. Le président du CPT a dirigé ce lundi une réunion avec 9 ministres, des agents exécutifs de la mairie du Cap-Haïtien, des directeurs départementaux et des représentants du secteur privé. Les discussions ont porté sur l'urbanisation, les infrastructures, la sécurité et les opportunités économiques. Le président a appelé à une collaboration publique-privée pour des solutions durables et une amélioration des conditions de vie au Cap-Haïtien. Cette initiative s'inscrit dans les efforts pour renforcer la gouvernance locale et le développement des régions. Il convient de souligner que les intempéries de la région ont causé un retard dans le retour de la délégation présidentielle à Port-au-Prince. Notre correspondant Hervé Delima nous apporte davantage de détails à ce sujet. Avec nous en ligne, notre correspondant dans le Nord, Hervé Delima, côté que il y a de gros inondations qui frappaient département. Hervé Delima, ensemble avec nous, qui sa situation est? Une situation qui est compliquée dans la deuxième ville pays à Cap-Haïtien depuis environ 2 semaines depuis ville frappée par une série d'inondations en cascade qui a débouché sur plusieurs conséquences. Il y a environ 5 personnes qui mourent, il y a plusieurs maisons qui effondrées, il y a plusieurs milliers de familles qui sont sinistrées suite à l'inondation qui a commencé à frapper ville Cap-Haïtien depuis le 1er décembre passé. Et jusqu'à présent, la situation a toujours été critique au niveau de la deuxième ville et pays, côté 2 entrées principales. Ville là, on a parlé de entrée sud, ville Cap-Haïtien, pour monde qui est habitué avec ville là, qui est couramment créé l'autre bord barrière, et puis entrée est, ville Cap-Haïtien, couramment qui est l'autre bord pont. Jusqu'à présent, 2 entrées principales, il y a une situation critique, puisqu'il n'y a pas trop de différence entre route nationale numéro 3 et route nationale numéro 1, notamment route nationale numéro 3, c'est Sanré, l'autre bord pont. Route nationale numéro 1, c'est l'autre bord barrière. Jusqu'à présent, la situation a été compliquée puisque la majorité activité dans la ville a été paralysée. Transport en commun en ligne totalement paralysé pour 2 raisons. Première raison, c'est situation chaotique. Là, au niveau infrastructure, pas de route du tout. Route est déjà écrasée, intempéries viennent écraser au plus. Et deuxième problème qui paralyse la circulation, c'est carburant qui n'est pas présent dans la ville là, dans la mesure où route nationale numéro 3 est totalement bloquée au niveau de Mont-Grand-Gilles, côté qui est environ 1 mois. Personne pas qu'à passer dans le monde. Grand-Gilles actuellement gagne plusieurs camions
qui a dû transporter gaz pour entrer dans la deuxième ville pays qui pas qu'à passer. Ça qui vient faire transport en commun li presque paralysé totalement dans la deuxième ville pays mettez sous inondation sayo qui en cascade dans la ville là jusqu'à présent. La pluie a continué à tomber. Comme la situation est qu'on y a là, c'est une situation qui est totalement critique puisque la ville est totalement impraticable au niveau infrastructure. Hervé Delima, qui gens que autorités locales yo réagi, est-ce que pas de gain des mesures qui te prend, notamment pour t'empêcher perdre en vie humaine que vous signalez nous qui te gain? Les Cap-Haïtien, au niveau environnemental, il y a un problème grave dans la mesure où il y a des constructions anarchiques qui sont dans la tête maintenant et très souvent, l'autorité n'est pas trop en mesure pour capable d'empêcher la construction anarchique. Ça qui fait la pluie vient tomber, la pluie qui descend avec terre, qui est la allusion, descend avec les en bas, dans le plafond, ça qui vient boucher trop et couillot, l'eau n'a pas de côté pour circuler, ça fait jusqu'à présent, le Cap-Haïtien l'irrité. Tant une rivière, l'autorité a toujours annoncé des mesures, mais qui très souvent, mesures n'ont pas respectées. Ce sont des mesures impopulaires qui t'a prendre pour empêcher des situations ça arriver, mais mesures impopulaires ça même là ils ont annoncé qu'il y a des bras politiques qui empêchent yo concrétiser, ça fait même les mesures ils ont annoncé. Ils n'ont pas très souvent concrétisé, si je prends dernièrement, il y a un état d'urgence environnementale qui a annoncé ce ville Cap-Haïtien suite à un décret municipal. Jusqu'à présent, aucune action concrète pas posée dans la deuxième ville pays après. Et au fin déclaré état d'urgence environnementale sur là, malgré l'état local sur les autorités locales, ils ont toujours dit, même seuls, ils n'ont pas fait aucune intervention dans la ville sans concours l'état central ou bien gouvernement qui au même depuis après, inondation a fait plusieurs montées, descendre, jusqu'à présent aucune action concrète pour proposer. Parlant des autorités, justement, nous connaissons que le président CPT, Leslie Voltaire, accompagné de 9 ministres de gouvernement, a gagné un compte de travail notamment avec mairie Cap-Haïtien, plusieurs directeurs gouvernementaux et notamment représentants secteur privé et puis la presse. Qui ça nous doit kembe de rencontre ça qui a gagné jeudi en même au niveau de Cap-Haïtien, Hervé Delima? Il y a une rencontre qui était faite, qui n'a pas été une rencontre planifiée pour une circonstance dans la mesure où c'est la nature qui a capté le président capité dans la ville Cap-Haïtien pourvu que l'intempérie ait empêché vol fait pour que l'été dans la capitale pays. Et bien, le président capité a tout profité, rencontré avec les autorités et locales sous situation ville là. Et bien, ça n'est capable de tirer qui sortit dans le cadre de rencontre ça que le gouvernement soulevé qui fait accompagné avec le président capitaine autorité locale, c'est que le gouvernement a annoncé qu'il y a des mesures très urgentes qui vont commencer à prendre d'ici semaine prochaine. Semaine prochaine pour que soient capables de réunir la situation puisqu'ils ont déjà engagé des firmes privées avec des matériels que l'État a disponibles, puis ils sont capables de venir en urgence en ville Cap-Haïtien. C'est pendant pas écarter possibilité pour qu'il y ait des travaux infrastructurels en profondeur qui fait, puisque ça va passer à Cap-Haïtien, non seulement il mérite une intervention urgente, c'est-à-dire pressé, mais il y a des travaux infrastructurels en profondeur, tant qu'au curage rivière ou du Cap-là qui est trouvé dans l'entrée sud-ville Cap-Haïtien, qui c'est une cause fondamentale des inondations en cascade là. Le gouvernement promet pour capable intervenir pour que y aurait à situation ça, que ce soit ministre finance qui promet de l'argent qui peut le débloquer pour que le travail ça yo capable faire côté ministre finance promet il y a des fonds que Cap-Haïtien lui-même les générer au niveau de la douane, au niveau de l'aéroport international à Cap-Haïtien, au niveau de la bâtie, il y a des fonds ça yo pour venir à la disposition mairie Cap-Haïtien pour capable faire des travail en dedans ville Cap-Haïtien. Ministre de social là tout les annoncer et gagner des interventions urgentes qui vont le faire pour capable accompagner les familles, ministre de l'agriculture tout, les promettre des interventions qui vont le faire en urgence au niveau des bassins
200 villes cap-haïtiens pour capable non seulement enrayer une situation qui est très critique, je dis, mais prévenir que si toutefois l'année prochaine, tu pas un genre de situation ça pour lui pas faire autant de dégâts. Hervé Delima, merci en pile pour toute précision sérieux, donc toujours continuer, rester prudent. Merci en pile, Kebela. Voilà les précisions de notre collaborateur correspondant du Nord, Hervé Delima. Il est avec nous pour nous porter les précisions concernant les intempéries au niveau du Grand Nord. La crise sécuritaire reste sans solution malgré la présence de la force multinationale en Haïti. Le président du CPT, Leslie Voltaire, cherche à renforcer la coopération avec les pays du Sud, notamment dans les domaines alimentaires et sécuritaires. La question se pose, à quand la résolution de cette crise? Pour analyser cette situation, nous accueillons sur le plateau de Métro News ce soir le colonel Imler Rebu. Bonsoir, merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir madame, à moi de vous remercier. Une crise sécuritaire qui persiste, une mission qui tarde à donner de véritables résultats, des résultats concrets, des milliers de personnes qui fuient chaque jour la violence des gangs, des dirigeants qui semblent ne pas comprendre l'urgence d'agir. Colonel, que faut-il davantage pour mettre fin à cette spirale de violence? Bon, commencez par faire ce qui, classiquement, dans ce genre de cas, doit être fait. Et c'est quoi? Bon, ce qui, normalement, dans ce genre de cas, doit être fait, n'a jamais été essayé. On ne peut même pas dire qu'il y a des difficultés ou des impossibilités, puisqu'on n'a jamais abordé le problème tel qu'il aurait dû être abordé. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut partir en guerre contre les gangs. C'est vrai, c'est un fait. Mais les hordes des bandits, quand ils agissent dans l'espace physique haïtien. Or, l'espace physique est supposé être sous le contrôle de l'État. Donc, quand vous n'avez pas en place un dispositif sécuritaire préventif, n'importe quoi peut arriver. Ensuite, quand il arrive ce que moi j'appelle des déviances, il faut quelqu'un capable de comprendre, d'analyser et de déterminer une stratégie globale. Or, ce qui nous arrive, on transfère aux institutions tactiques des tâches stratégiques. Donc aujourd'hui, selon vous, c'est l'armée qui... Quand vous parlez de dispositif, à quoi faites-vous référence? Premièrement, il y a eu une erreur technique au départ de l'évaluation initiale. Beaucoup de gens ont cru ou ont voulu faire croire que le problème de l'insécurité en Haïti était un problème qui pouvait être résolu par une force policière. C'est un contresens. Parce que, quelle que soit la police au monde, elle est là pour anticiper, donc occuper l'espace, avoir un dispositif préventif, tant humain, technique que technologique, pour anticiper, pour empêcher que la citoyenne et le citoyen soient menacés. Quand il y a une menace qui se précise, comme c'est le cas aujourd'hui, la structure policière intervient, stoppe le problème et envoie le reste de l'histoire à la justice. La police n'est pas là pour occuper des positions géographiques. Quelle que soit la police au monde, ce n'est pas sa mission. Et vous mettez prendre quelle que soit la police, dans quel que soit pays, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, les États-Unis, mais là, les papes qui résoudre le problème qui est là. Donc, selon eux-mêmes, pour nous résoudre le problème, non, coûte que coûte, il doit passer par les forces de l'ordre. Non, par l'armée.
Parce que c'est un problème de territorialité. Ce sont des gens qui ont des armes de guerre et qui sont mélangés à la population civile. Donc c'est l'une des opérations les plus délicates. Même au niveau de l'armée, ce sont les forces spéciales qui peuvent et doivent intervenir d'abord, et les forces classiques viennent faire le relais pour reprendre possession de l'espace physique. Parlant de ça justement, nous avions vu sur les réseaux sociaux dernièrement un chef de gang qui arbore fièrement une arme de guerre qu'on utilise principalement aux États-Unis. Comment est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce dossier? Bon, c'est plutôt un show médiatique, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est une arme extrêmement puissante, mais qui généralement ne peut être utilisée dans une offensive. Pour qui ça? Son arme qui est tellement embarrassant, son mitrailleuse 50 liés. On mitrailleuse 50. Les tirs, l'autre, il y a parlé de armes, il y a parlé de cartouches, un cartouche 5 mm 56 qui tirait dans le Galil, etc. Cartouche ça, il y a 50 mm. C'est tellement embarrassant, d'ailleurs, le contre-pied. Pour tirer, il est obligé d'une position fixe pour gagner un monde qui a utilisé. Le monde n'a pas qu'un bill pour le servir avec. Il est obligé, il a un trépied, il a 2 pieds devant, et puis il a un autre pied qui est sous l'épaule, serveur, là, tireur. Là. Donc c'est une arme importante, mais ce n'est pas une arme qui est plus dangereuse. Parce que on ne peut pas porter nos actions offensives. Tu vois? Ce sont des armes qui sont utilisées dans les pelotons d'armes, quand on joue une mitrailleuse 30, mitrailleuse 50, mortier 60, mortier 80, etc. Ce sont des armes organiques, non unités côté d'une compagnie, ou bien dans un bataillon ou une compagnie d'armes. Donc, il y a des armes. Ce sont des armes qui sont plus utilisées à la défensive qu'à l'offensive. Mais c'est une arme puissante. Et puis, il doit regarder son arme qui avec précision à 800 mètres, près d'1 kilomètre. Quand on espace 1 kilomètre pour utiliser. Donc, étant que les gens ne sont pas très au courant, mais c'est un bagage qui est grave pour de telles armes capables de venir dans le même bandit. Justement, c'est la question qu'on se pose. Mais c'est simple. Écoutez, les États-Unis sont directement impliqués dans ce qui se passe en Haïti. Deuxièmement, les États-Unis n'ont pas à organiser la défense du territoire haïtien. Par exemple, tout ça qui a passé là, le premier monde qui vous a donné explication, c'est le ministre des Finances. Là. Bon, si le ministre des Finances a écouté, il m'a dit, oh, donc ça me choque là. Pourquoi? C'est lui qui est responsable de la douane. Maintenant, est-ce que l'on sait que le ministère des Finances, c'est un premier élément en appareillage Conseil national de sécurité pour 2 raisons. C'est lui qui doit cerner les problèmes au niveau stratégique et c'est lui qui doit monter la stratégie lui permettant d'avoir les moyens pour faire fonctionner l'État. L'État fonctionne à partir de la douane. Donc il faut que nous, Haïtiens, nous reprenons nos responsabilités. Que nous fassions ce qui doit être fait comme ça doit être fait. Par exemple, m'attendais dernièrement, on blague. Oui, rapidement pour finir. D'accord. Pour monter le Conseil national de sécurité. Et puis, notre tête en pile, le monde, il y a des experts en sécurité. Non. Le Conseil national de sécurité, c'est une instance stratégique et politique de la défense du territoire national. Ce n'est pas une affaire d'experts. Ils peuvent utiliser, ils doivent utiliser des experts à travers des structures institutionnelles. Par exemple, ce que nous avons là, le gros drame en Haïti, aujourd'hui, c'est que l'on veut utiliser des instances tactiques dans des espaces stratégiques. Par exemple, tu as la police nationale. La police nationale, c'est une instance d'exécution. L'armée d'Haïti, c'est une instance d'exécution. Les gens du Kenya qui sont là sont des instances, sont des gens qui sont là pour l'exécution. Exécution de quoi?
le concept stratégique global. Et il y a des gens qui fait distribution de tâches, et puis il y a des gens qui ont une capacité pour ordonner actes qui vous faites, superviser et évaluer les résultats. Ce qui manque, c'est ce que, par exemple, et à plusieurs reprises, le docteur Kony avait fait plusieurs tentatives pour coordonner ça, le staff command officer. Il jouait le rôle du staff command officer. Il faisait un travail de liaison entre les trois forces. Mais il se trouve qu'il n'a pas les connaissances pour ça. Donc aujourd'hui, il nous faut vraiment agir pour sortir de cette crise. Pour finir. Aujourd'hui, par exemple, j'aurais une décharge aujourd'hui, ça a bétonné. Premier travail, je t'ai fait des bandits, je t'ai cherché à le courir. C'est qui ça le plus rapidement? C'est pas des bandits, je t'ai cherché à le courir. Parce que bandit n'a pas fait pour le dans la rue. Il n'a pas fait pour le là. Mais comme c'est le cas, donc il faut nous agir. Il faut faire ça qui est écrit dans le livre. Tout ça que vous faites là, l'écrit dans des livres. Oui. Faire ça que l'État fait pour le faire. Je dis à moi, par exemple, l'État aller au côté d'un bandit. Il tombe tiré, mourir, pas mourir, il arrête, il vient arrêter au côté de la ville. Donc l'État doit il n'y a pas de prison, il n'y a pas de structure de justice qui existait. Donc, si vous ne mettez pas de structure de justice qui là, ou pas d'intention de résoudre le problème sécuritaire, à moins qu'on tourne un bandit tout dans tête, ou alors c'est à chercher mon pour tuer. Ce n'est pas l'État. L'État est là pour empêcher un bandit qui saute dans la rue à faire un monde mal. Le bandit a sauté dans la rue à côté de l'État. L'État doit donc prendre responsabilité. Merci. Fait ça qui fait pour faire là. Il est écrit dans tous les livres. Merci encore à vous, colonel Imler. C'est à moi de vous remercier. Voilà donc l'analyse du colonel Imler Ebu. Il était notre invité ce lundi pour commenter l'actualité liée à la sécurité. Dans un tout autre registre, le 20 décembre 2024, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi évitant un shutdown, mais a omis de prolonger les programmes commerciaux Hope Help, cruciaux pour l'économie haïtienne, notamment le secteur textile. Leur non-renouvellement suscite des inquiétudes sur la perte d'emplois et la stabilité économique du pays. Les autorités haïtiennes, en collaboration avec l'ADI, travaillent à sécuriser une prolongation jusqu'en 2035 avant l'expiration des programmes en 2025. Le président de l'ADI reste optimiste face aux opportunités futures. Parlons à présent éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présenté ce lundi les nouveaux programmes d'enseignement du secondaire. Ces programmes remaniés concernent les 4 séries de l'enseignement général, dont les sciences de la vie et de la terre et les mathématiques, la physique. L'objectif de ces programmes est de renforcer l'approche par compétences, affirme Yves Robin, directeur général du ministère. Ils mettent l'accent également sur 7 compétences clés, notamment l'autonomie et la préparation des élèves haïtiens à sortir de l'école avec une qualification professionnelle. C'est un reportage de Garbijan. Le programme du secondaire est enfin prêt après plusieurs mois de travail. Il a été présenté par le directeur du ministère de l'Éducation nationale, Yves Robin, en présence de plusieurs cadres du ministère et quelques syndicalistes. Le directeur du MENFP y voit déjà un signe annonciateur d'une nouvelle génération d'élèves capables de prendre en main leur avenir. Et qu'il me dit une grande chose, c'est que nous-mêmes, en le ministère de l'Éducation, nous travaillons pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et ces visions, ça a tout, monsieur syndicat a gagné. Peut-être que ça nous pas acheter ensemble pour nous travailler, pour nous capables de gagner une école de qualité. Et nous-mêmes, nous disons tout, il faut gagner des modules en partenariat, en gestion, en PME, pour nous permettre tout le monde qui a sorti dans la filière d'enseignement général, dans la filière d'enseignement technologique, de sortir avec 2 opportunités. Ou bien de jouer un travail sur le marché, ou bien de créer propre micro-entreprise, propre business génératrice d'emploi et de croissance. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Ce programme, en élaboration depuis le 24 février dernier, a rassemblé une quarantaine de concepteurs haïtiens soutenus par des experts étrangers.
Le professeur Hérol Toussaint, présent lors de la présentation, y voit un signe d'espoir, affirmant que le programme suggère des pistes pour résoudre les problèmes sociaux. Selon le sociologue, avec ce nouveau programme, l'élève haïtien est sur la bonne voie. Événement ça, pour moi-même, événement ça, c'est un signe d'espérance. Ça veut dire que il y a une possibilité, haïtien, il y a une possibilité, si on mettait tête ensemble, on peut changer le cours de l'histoire. À seule condition, depuis on met des têtes ensemble, c'est-à-dire femmes de garçons, avec toutes les provinciaux, je mets tête ensemble, et chemin pour mettre tête ensemble, c'est un enseignement de qualité. Donc, un pays, un gouvernement qui n'a pas privilégié l'éducation, le pays ça n'a pas d'avenir. Et pour finir, toute histoire pays noir, il fondait sur le mépris de l'autre. Et le plus souvent, c'est l'école là même qui cause, qui favorisait le mépris de l'autre. Donc, moi, je souhaitais que tout programme ça, élève lit, une grande partie de lit, une lecture rapide, on a dit, un souffle humaniste qui traversait tout le programme. Et mais effectivement, souffle humaniste, professeur, premièrement, intégré, il a approprié de souffle humaniste, et puis étudiants, élèves, il a approprié. Donc, là, tout citoyen qui approprie de souffle humaniste, pas de gang dans le pays. Si le pays doit compter sur les capacités intellectuelles des apprenants, le syndicaliste Josué Mérilien insiste également sur la nécessité d'un ventre bien plein, appelant à la mise en place des cantines scolaires. Il a par ailleurs rappelé au ministre de l'Éducation ses promesses concernant un audit à réaliser au sein de l'institution. Les programmes sont intéressants, mais il n'y a pas de sens si le programme ça a des conditions pour l'appliquer. Et conditions pour l'appliquer, il faut aller à l'école. Parce que question manger. Question manger dans l'école, c'est pour moi facultatif, pas obligatoire. Dans tout pays, dans le monde, l'école va faire sans manger. À la ville de week-end, il va y avoir 2 plats chauds à chaque élève, professeur, et chaque jour. Ici, on monte de l'eau, mais on monte vers de l'eau. Vous voyez dans l'école, vous voyez un omelette, ou bien on plat chaud, ou bien on sandwich. Rien. Donc, tout programme, on a parlé là, si par des conditions pour appliquer ces plats. On a fini. Et pour me dire, programme pour appliquer, il faut avoir des moyens. Je suis bien content d'entendre que ils ont doublé le budget du ministère. C'est bien. Mais doubler ça, ça ne veut dire rien. Si nous payons que la corruption, c'est la règle. Et le ministère tout, full corruption. Et le ministère, c'est pas des questions audit dans le ministère, qui n'est pas de nouvelles lits. C'est l'occasion de demander au Augustin, côté audit là, l'équipe audit là, pour que vous appliquer, il faut comme ça qui double, il va faire fond. De ça, il fait. Si pas des audits qui fait, vous mettez main sur le monde qui fait corruption dans le ministère, qui fait comme qui investit l'éducation, parce qu'il veut jouer élèves, il ne part de l'école, ça ne veut dire rien. Il y a plus de possibilités de corruption de volant. Notons que ce nouveau programme fait suite au lancement il y a quelques mois d'une nouvelle filière d'enseignement technologique dans le cursus scolaire. Une initiative qui visait à adopter le système éducatif aux besoins réels de la société haïtienne. Quel élève pour quelle société n'a cessé de souligner le ministre de l'Éducation nationale. Préoccupé par l'insécurité qui impacte considérablement le déroulement des fêtes de fin d'année à Port-au-Prince, des adolescents expriment le souhait de voir une amélioration à partir de l'année prochaine. Ils espèrent un climat apaisé afin de pouvoir reprendre leurs activités académiques en toute sérénité. Interrogés par Télémétropole, ces jeunes ont exprimé leur mécontentement de ne pas pouvoir célébrer cette année comme ils l'auraient souhaité. Un reportage de Richie Fortuné et de Jerry Torchon. Au carrefour de l'aéroport et dans d'autres zones de la région métropolitaine, l'ambiance reste très sombre, contrairement à l'atmosphère habituelle de cette période durant laquelle ces espaces regorgent d'activités. Dans ce contexte marqué par la violence armée, les préoccupations des citoyens convergent et tous les jours se ressemblent pour eux. À l'approche de la fin de l'année, l'ambiance des fêtes est absente des rues de Port-au-Prince. Même les adolescents paraissent préoccupés par la situation sécuritaire du pays. Parce que j'aimerais là
N'a dormi, non Freddy, n'a levé tout. Juste nous pas manger, nous pas boire. Toujours que coup de balle, get tiré tout après ça. Yo dit nous pour nous être la caille nous tout, à décembre nous pas quoi la passer. Nous ka être la caille nous n'a passé décembre bien. C'est ça m'da ami. Juste pour ban petit mon éducation. Pour tout petit monde à l'école. Ça me souhaite yo bon cadeau pour jouer. Ah pour la pour payer papa payer à tout non gens. Et le compte ça n'a fait dans pays. Si les activités qui ponctuent la fête de Noël se sont considérablement réduites en Haïti, les enfants sont les premiers à en ressentir l'impact car ils sont la catégorie la plus exposée à la crise actuelle. Certains d'entre eux pensent encore au passé et d'autres n'y pensent même plus. Dès qu'on a souterrain, j'étais comme nos cadeaux dans l'école, ils venaient tirer. Donc, je n'ai pas mon cadeau encore. Je mettais dans l'école. L'école là, tu as fait Noël l'année. Tu as demandé chaque petit monde 1000 gouttes. Si on n'a pas de 1000 gouttes là, qu'on n'a pas fêté. Je vais recevoir. Je me couche là quand même pour descendre ça. Je me couche là quand même pour descendre ça. Je prends plaisir. J'aime dire qu'on prend plaisir encore. C'est où tu es dans l'école que tu es là. Quand je me boule, je suis notre chérie. Pour les enfants, la fête de Noël est surtout marquée par l'absence de cadeaux et les difficultés d'organiser des repas festifs. En dépit de la situation difficile, ces adolescents font part de leurs souhaits. Noël l'année qui s'est passée, moi j'ai bien passé dans décembre. Année ça fait bien passer dans décembre à cause de la situation pays. Maman ne veut pas quitter mon parti parce que le pays n'est pas trop normal. Je ne vais pas recevoir cadeau, je ne vais pas le voir. Parce que si maman me calde, maman me prend mon bal marron. Je veux pour le pays bon, pour nous toujours aller dans la fête Noël là. Car ils sont dans le pays, ils sont toujours là-dedans. Mais les gens qui allent là-dedans, c'est les gens qui veulent. Si Noël reste un moment d'espérance pour les enfants haïtiens, cette fête est cette année le reflet des réalités sociales et économiques difficiles du pays. Noël, même privé de ses reflets matériels, continue de véhiculer des valeurs profondes de famille, de foi et de solidarité. En dépit des circonstances tragiques, les enfants ne veulent pas arrêter de rêver. Toujours concernant le non-renouvellement de la loi Hope Help, le mouvement pour la réconciliation nationale devient une plateforme politique regroupant plus de 19 partis et 82 organisations pour agir contre l'effondrement économique du pays. Cette nouvelle structure ne reste pas sans réaction face à l'arrêt du programme Hope Help, non adopté cette année par le Congrès américain. Selon Jonas Legerme, coordonnateur de cette structure, la situation économique du pays risque de se détériorer davantage après cette intervention. 4 décembre qui se passé là, dans une interview, M. Georges Sassine débat avec le journal Le Nouvelliste. Il fait qu'on est pays à traverser un moment qui est extrêmement difficile sous le secteur économique là. Surtout dans le domaine textile. Il mettait accent sur les conséquences graves de l'insécurité gagnées sur l'industrie. Le parc industriel Caracol est fait pour te bailler 60 000 emplois. Il est arrivé à atteindre 17 000 dans le moment qui était plus bon dans le fonctionnement. Avec 5 communes qui étaient baillées courant 24/24 en dans parc là. Journée jeudi, Parc Caracol a fonctionné à 700 emplois seulement. Situation ça pas différent pour Côte de Vie dans Wanamet qui était sorti dans 22 000 emplois. Jeudi qui a seulement 15 000 emplois et cap diminuer beaucoup plus chaque jour. M. Georges Sassine te souligné sous Kafou te gen 2 gros entreprises coréennes et Tchenech qui te baillent 4 000 emplois.
nous perdons emploi ça yo et entreprise ça yo obligé fermer porte yo. Yon l'autre exemple grave sous crise sécurité et sous instabilité politique sous la vie économique pays. Puis mauvaise nouvelle là nous fait prendre c'est loi Hope et loi Help que le Congrès américain pas décidé de renouveler. Et nous connaissons loi Hope là li bay en pile avantage et gros avantage bay industrie sous produits qui ont pral vendre sur marché américain et conséquence ça pral faire dans jour k'ap vinn là yo nous pral perdre plus travail que ça que nous perdit déjà. Je pense que MON c'est cette structure qui a fait un plaidoyer pour un relancement économique total dans le pays. Un relancement économique réel. C'est ça que fait nous chita avec plusieurs partenaires qui dans le secteur privé et qui dans la diaspora qui déjà gagnent un groupe investisseur qui prêt pour venir investir dans le pays. Parce que le problème que nous subissons dans le pays, là, c'est un problème chômage. Il y a un pays qui a 12 millions de personnes qui vivent là-dedans, pas même 500 000 personnes qui travaillent formellement. Nous connaissons l'État, 80 000 emplois, le secteur privé a 190 000 emplois. L'autre, il pas même fait 500 000 emplois directs qui fait dans le pays. L'État a une obligation pour encourager les gens à venir investir dans le pays. Et nous-mêmes, c'est ça que nous avons fait. Ou après une conférence de presse, nous pas seulement poser des problèmes politiques. Différemment avec l'autre structure, nous posons des problèmes économiques et nous faisons plaidoyer pour l'État lui-même de débloquer le projet pour permettre que plus de gens travaillent dans le pays, pour permettre que le pays ait une stabilité économique. Nous arrivons au terme de la première édition de Métronos pour cette semaine. Avant de partir, le rappel des points essentiels développés ce soir. Tournons sud-sud sous la présidence de Leslie Voltaire. Le président du CPT de retour au pays a déclaré que ce rapprochement vise à établir une coopération renforcée dans des secteurs clés tels que l'économie, l'éducation, la sécurité et l'environnement, avec l'ambition de créer un modèle de collaboration régionale. La Chambre des représentants des États-Unis n'a pas prolongé les programmes commerciaux Hope Help, essentiels pour l'économie haïtienne. Leur expiration en 2025 pourrait entraîner des pertes d'emplois, notamment dans le milieu du textile et une instabilité économique. Et puis alors que c'est Noël à Port-au-Prince, des adolescents expriment leurs préoccupations concernant l'impact de l'insécurité sur les célébrations de fin d'année. Nous pouvons célébrer comme ils l'auraient souhaité. Ils espèrent un climat plus serein pour l'année à venir. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. C'est la période de Noël et en cette saison magique, toute l'équipe de Métro News vous adresse ses vœux les plus chaleureux. Que ce Noël apporte pour notre cher pays, Haïti, tant de paix et de lumière. À vous tous, merci et joyeux Noël.